Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabienne Ara, je suis directrice générale adjointe du Forum de Paris sur la paix. Je suis ravie de vous accueillir et ravie d'animer ce dernier épisode de notre série de podcasts qui s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du Forum de Paris sur la paix, qui se déroulera le 11 et le 12 novembre à Paris, autour du thème « À la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne ». Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons explorer un enjeu de santé publique majeur qui touche des millions de personnes à travers le monde, la malnutrition. Un problème persistant qui affecte non seulement les populations les plus vulnérables, mais qui a également des répercussions profondes sur la santé publique, les systèmes alimentaires, le développement économique et la résilience face aux crises, tant dans le sud global qu'au nord. La situation est alarmante. 149 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance et 45 millions sont émaciés. Dans ce contexte, on va se demander comment mobiliser les ressources pour combattre la malnutrition à l'échelle mondiale. Pour tenter de répondre à cette question pressante, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Brieux Pont, vous êtes secrétaire général du sommet Nutrition for Growth qui se déroulera à Paris en mars 2025. Et avant cela, vous avez été consul général de France à São Paulo et ambassadeur au Nicaragua. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sommet crucial qui se tiendra très prochainement en France. Sean Baker, vous êtes Chief Program Officer chez Helen Keller International, où vous travaillez pour renforcer les systèmes alimentaires et de santé des communautés vulnérables. Vous avez 35 ans d'expérience, notamment chez USAID et à la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez longtemps travaillé, plusieurs décennies en Afrique, en Asie, à des initiatives de santé publique et vous avez été distingué récemment officier de l'Ordre du Mérite du Niger en reconnaissance de votre engagement envers les populations. Vous êtes aujourd'hui basé à Dakar. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Augustin Grand-Georges, vous travaillez au Forum de Paris sur la paix, sur les questions d'agriculture et de nutrition. Vous avez récemment inauguré l'initiative Atlas, qui porte sur le dialogue politique et la collaboration entre le Nord et le Sud pour la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique. Et vous présenterez donc les travaux du Forum de Paris sur ces questions, et particulièrement sur la malnutrition, et le rôle du Forum dans le sommet N4G, Nutrition for Growth. Alors peut-être le premier sujet de discussion sera un état des lieux sur la malnutrition, et je vais me tourner d'abord vers Sean Baker, pour qu'il nous fasse cet état des lieux. Où est-ce qu'on en est, Sean? Oui, merci Fabienne. Et comme vous avez dit, ça fait à peu près 4 décennies que je travaille dans la lutte contre la malnutrition. Et juste pour un rappel du pourquoi c'est tellement important, 45% des décès d'enfants sont provoqués par la malnutrition. Peut-être ce qui est déclaré comme cause de décès n'est pas la malnutrition, mais si ces enfants auraient été bien nourris, ils seraient vivants entre nous aujourd'hui. Et pour ces enfants qui résistent à la malnutrition, on sait très bien que le développement cognitif et physique a été compromis et donc on est en train de vraiment renforcer un cycle vicieux de pauvreté et exclusion. Euh, depuis, disons, 15 ans, je pense qu'il y a eu des progrès considérables, surtout depuis la première publication de la série Lancet en 2008 sur la malnutrition chez la mère et l'enfant. Et assez de progrès pour démontrer que c'est bien possible de faire du progrès. Et je cite un exemple, par exemple, un pays comme le Népal, qui en 95, 68%, presque 70% des petits-enfants souffraient d'un retard de la croissance. Et pour la dernière enquête nationale, ça est réduit à 25%. Donc, c'est vraiment une réduction considérable. Et puis, à travers le monde, on a assez de ces exemples pour voir que le progrès pour lutter contre la malnutrition, c'est bien possible. Malheureusement, je pense qu'on est face à tellement de crises que tous ces progrès sont mis en péril et si on n'agit pas rapidement, on peut non seulement perdre ses succès, mais en fait reculer. Et donc, le sommet Nutrition for Growth, à mon avis, vient un moment particulièrement opportun pour la lutte contre la malnutrition. Merci. Et à votre avis, quelles sont les causes principales de cette crise persistante?
Euh, En fait, peut-être vous vous attendez à une réponse un peu épidémiologique, mais pour moi, les causes vraiment structurelles sont plus simples quelque part. Et en fait, j'en cite 5 points qui illustrent ces causes. Orphelin, invisible, non mesuré, exclusion et attentisme. Et je développe un peu chacun de ces 5 points. Orphelin, c'est on n'a pas de ministre, un ministère de la nutrition. Ça touche plusieurs secteurs et donc c'est toujours difficile de savoir qui s'occupe de la nutrition. Est-ce que c'est la santé, l'agriculture, protection sociale? Et on sait bien que pour bien lutter, il faut tous ces systèmes. Invisible parce que peut-être lorsqu'on parle de la malnutrition, l'image qu'on a, c'est cet enfant très, très émacié qui a besoin d'un traitement et c'est vrai que ce sont des causes tragiques. Mais si vous partez dans un village, il y a parce que tous les enfants qui souffrent d'un retard de la croissance, c'est la norme. Beaucoup de la malnutrition, ce sont des carences en nutriments essentiels. Les impacts ne sont pas visibles. Donc, cette invisibilité rend ça normal, normalise la malnutrition. Troisièmement, et pour renforcer cette invisibilité, c'est que nos moyens et les moyens investis pour vraiment mesurer de façon systématique l'état nutritionnel et la qualité de la nutrition dans les systèmes alimentaires sont assez limités. Donc, souvent, les données récentes ne sont pas disponibles pour les décideurs. Et exclusion, c'est que malheureusement, les femmes et les enfants qui sont les plus à risque de la malnutrition ne vont pas marcher sur l'Assemblée nationale et demander leurs droits. Ce sont les populations à risque qui sont les plus exclues de toute voie politique. Et donc, vraiment une question d'équité fondamentale. Et puis, ce cinquième point, je viens de l'ajouter parce que ce que je remarque, c'est que l'attentisme, lorsqu'on est face à une crise, par exemple la guerre de la Russie contre l'Ukraine ou bien la pandémie du Covid, les décideurs disent, bon, d'abord on va régler cette crise et c'est après on va s'occuper de la nutrition. Or, les premières personnes touchées lors de chaque crise, ce sont les mères et les enfants. Et on sait que les impacts sur la nutrition sont presque immédiats et irréversibles. Et en fait, même en Europe, on a cette même expérience avec la famine aux Pays-Bas, juste après la Deuxième Guerre mondiale, une famine très courte, mais qui a eu des répercussions sur 2 générations aux Pays-Bas. Donc, pour moi, ce sont vraiment les raisons, les facteurs les plus fondamentaux qui contribuent à la persistance de cette inéquité inadmissible. Oui, merci beaucoup. Est-ce que, Brio, vous partagez cette analyse? Non seulement je la partage, mais je soutiens totalement, oui, cette analyse de Sean, qui est l'un de nos meilleurs interlocuteurs, nos meilleurs experts. Je crois que l'une des principales, l'un des principaux aspects de la malnutrition, c'est qu'elle concerne tous les pays du monde. Il y a effectivement des pays qui sont plus frappés que d'autres, mais la malnutrition, c'est quelque chose qui a plusieurs formes. Vous avez la sous-nutrition qui peut être aiguë, et on se souvient de ces enfants émaciés, de ces photos terribles qui ont marqué notre imaginaire collectif, prises au Biafra dans les années 70, ou en Éthiopie dans les années 80. Vous avez la sous-nutrition chronique qui, comme le soulignait Sean, est moins visible en réalité, puisqu'il s'agit d'un retard de croissance et qui est souvent accompagné d'un retard cognitif, d'un retard intellectuel, qui pose à terme des problèmes de développement pour des nations toutes entières. Quand vous avez dans certains pays, certaines régions, 70% de la population qui est frappée par la sous-nutrition chronique, vous avez un problème de très long terme pour les capacités de développement du pays. Les carences en micronutriments, et je pense notamment une femme sur trois dans le monde est concernée par l'anémie, et avec des conséquences en termes de santé maternelle, périnatale. Et puis vous avez aussi la surnutrition.
la surnutrition, donc le surpoids, l'obésité. J'ai en tête certains pays où 80% de la population est à minima en surpoids, ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes de sécurité nationale. Si vous prenez le cas, par exemple, des États-Unis, tout à fait avéré, constaté par le gouvernement américain. Et puis, je dirais qu'il y a une quatrième forme de malnutrition qui est en train d'apparaître avec l'achèvement des transitions démographiques, le vieillissement des populations, c'est la dénutrition des personnes âgées qui, dans de nombreux pays, d'ailleurs comme le nôtre, poussent énormément de personnes à franchir la porte des établissements médicalisés pour le grand âge, avec évidemment, au-delà de l'aspect humain très très difficile pour la personne et aussi pour sa famille, un coût important pour les finances publiques. Donc c'est vraiment un fardeau, on va dire, multiforme qui frappe l'ensemble des pays du monde. Merci beaucoup. Et si on s'attache à quelques exemples contextuels, on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de crises, notamment des crises géopolitiques et humanitaires. On le voit à Gaza, en Ukraine, au Congo, au Soudan. Les crises sont vraiment de très, très grande ampleur. Il y a bien entendu toutes les crises climatiques, il y a la sécheresse, des ouragans, etc. Il y a aussi, bien sûr, les crises sanitaires, celles qu'on a vécues en 2019. Si vous prenez ces exemples-là en particulier, comment vous voyez le problème de la malnutrition? Je pense que chaque crise frappe d'habitude en premier lieu les mères et les enfants. Et je prends quelque chose comme la crise, la flambée des prix alimentaires qui est devenue chronique. Et pour les consommateurs dans le Nord, c'est une nuisance. Mais pour les populations les plus pauvres, c'est une question de vie et de mort. Il y a une analyse, et parce que lorsqu'il y a un ménage qui dépense 80% de son revenu sur l'alimentation, dès qu'il y a une flambée des prix alimentaires, ce ménage ne peut pas se permettre de procurer des aliments nutritifs et se limite aux aliments de base qui ont peu de nutriments. Il y a une analyse de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires qui a démontré qu'une augmentation de 5% des denrées alimentaires, du prix des denrées alimentaires, se traduit par une augmentation de 9% des taux de menstruation chez les enfants et que les taux chez les ménages déjà pauvres sont beaucoup plus élevés. Et puis, je pense que vous en avez parlé aussi, il y a toutes sortes de crises, mais je pense peut-être la crise la plus existentielle pour la nutrition, parmi autres choses, c'est la crise du changement climatique. Euh, pour ceux qui ont lu l'édition 2024 du rapport Goalkeepers de la Fondation Gates, justement, ça a souligné qu'il a été projeté d'ici quelques années, le changement climatique va provoquer 40 000 cas de retard de croissance de plus et 28 millions de cas d'émaciation de plus. Et que le meilleur moyen de lutter contre l'impact de la crise du changement climatique, c'est d'investir dans la nutrition. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre la nutrition au centre de tout à la réponse de toute crise. Merci beaucoup. J'ajouterais qu'il n'y a plus de crise locale. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'une crise finalement? Une crise, c'est une rupture d'un ordre, hein, d'un ordre régional, d'un ordre mondial. Et on s'inscrit à travers le Forum de Paris pour la paix sur une thématique à la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne. Bien, la crise de la nutrition, c'est aussi une rupture. Et quand vous avez un pays comme la Russie qui se livre à une guerre d'agression contre l'Ukraine, ça déclenche localement évidemment une crise politique, une crise sécuritaire, mais qui se traduit par une crise alimentaire, puisque l'Ukraine est un grenier à blé. Ça se traduit par de l'inflation et une crise financière, et finalement un accès limité aux ressources. Et ça va déclencher d'autres crises ailleurs, parce que un grand nombre de crises géopolitiques sont motivées par l'accès précisément aux ressources, c'est-à-dire des ressources alimentaires, des ressources hydriques. Donc finalement, la malnutrition, c'est un petit peu un fil conducteur, hein, entre un grand nombre de déstabilisations de l'ordre mondial. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde
j'enfonce une porte ouverte qui est globalisée, mais ça veut dire que maintenant, tout est en quelque sorte interconnecté. Et la réponse qu'apportent les politiques de lutte contre la malnutrition est précisément fondée sur cette interconnexion parce qu'elle est multisectorielle, pluridisciplinaire et permet d'associer un grand nombre d'expertises. Et d'où son pouvoir extrêmement puissant en matière de levier de développement. Et justement, comment mobiliser les leviers pour répondre à cette multicrise et à ces crises transnationales? Je peux peut-être me tourner vers Augustin. Oui, alors je vais redire peut-être en quelques mots des choses qui ont été dites, mais simplement quelques points pour dire que, effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur Briepon, la malnutrition touche le monde entier, que sous-nutrition, surpoids, obésité, c'est à la fois au nord et au sud. On le voit aujourd'hui en France avec les débats sur la taxation du sucre, par exemple. Que la séparation nord-sud dont on a parlé pendant tout un moment, elle est plus tellement d'actualité, c'est-à-dire c'est pas seulement les pays du nord qui sont touchés par le surpoids et les pays du sud qui sont touchés par la sous-nutrition. Maintenant, on voit une cohabitation de ces phénomènes au nord et au sud, et on parle maintenant de double fardeau dans un certain nombre de pays où il y a à la fois de la sous-nutrition aiguë et de la surnutrition, de l'obésité qui cohabitent. Alors pourquoi est-ce que c'est une catastrophe? Et ça a été dit, parce que la nutrition c'est la mère des batailles, et que investir dans la nutrition c'est un peu une baguette magique oubliée. Or, on a beaucoup désinvesti ce champ pour plein de raisons qui ont été dites par Sean. Et donc pour répondre à votre question, que peut-on faire aujourd'hui? Alors d'abord on peut mettre la nutrition partout, on peut la voir pas seulement comme une conséquence du sous-développement, mais aussi comme une cause pour le développement. Et en anglais, on dit « make nutrition as not only a marker, but a maker of development ». Mettre la nutrition partout. Après, mobiliser les États dans un contexte où il y a relativement peu d'argent disponible parce qu'il y a les crises de la dette, parce qu'il faut financer le changement climatique, etc. Mais comme l'a dit Sean, par exemple, la nutrition, c'est bien utile aussi pour lutter contre le changement climatique, pour plein de raisons qu'on pourra expliquer. Mobiliser les États, trouver de l'argent, mobiliser les États aussi dans leur fonction de régulateur. Ça peut passer par la taxation du sucre, par le respect d'un certain nombre de cadres légal ou réglementaire dans le marketing des produits, etc. Et puis, évidemment, mobiliser le secteur privé. Aujourd'hui, l'immense majorité des produits qui sont consommés dans le monde tous les jours, ils sont à la fois produits et vendus par des acteurs du secteur privé, que ce soit des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises. Donc, ce qui est très important, c'est de réussir à mettre ces acteurs autour de la table et les faire travailler pour à la fois respecter les réglementations et faire des efforts parce que à la fin, ils sont peut-être responsables d'une partie du problème, mais c'est dans leurs mains souvent que sera la solution. Merci beaucoup, Augustin. Mais je me tourne de nouveau vers vous, Brieux. C'est étrange que si la nutrition est si fondamentale à beaucoup d'aspects des ODD, elle soit un peu perdue. Donc, quels sont, à votre avis, les leviers d'action pour monter la visibilité de ce sujet et d'en faire quelque chose qui a une traction politique? Je suppose que vous pouvez aussi parler un peu du sommet Nutrition for Growth qui va avoir lieu en mars 2025 et de son agenda. Comment on va s'y prendre pour que ça remonte en visibilité? Oui, merci, c'est en fait une question essentielle et je crois qu'on peut finalement transformer la crise en opportunité. Parce que la crise donc, de raréfaction des ressources, qu'il s'agisse de raréfaction des ressources alimentaires, je rappelle qu'entre 2010 et 2050, la Terre comportera 2 milliards d'individus en plus. Donc il y a quand même un besoin d'accès à la nourriture, et donc la ressource alimentaire est devenue précieuse. Nous savions déjà que nous aurions au XXIe siècle des guerres de l'eau, mais nous avons la poursuite de la ressource alimentaire qui est bien présente.
Et dans le même temps, nous avons une ressource financière qui vient à manquer pour différentes raisons. La crise du Covid est passée par là. Il y a de la dette à rembourser. Les États sont considérablement endettés. Il y a également un effort de défense qui doit être produit en raison de la, comment dire, du chambardement sécuritaire causé par la Russie et l'invasion de l'Ukraine notamment, mais il y a par ailleurs d'autres conflits. Et donc une absence de ressources budgétaires et des coupes qui sont opérées. Et là, il se trouve que nous avons sous les yeux une politique qui ne représente surprenamment que 1% de l'aide publique au développement dans le monde et qui pourtant est la politique de développement la plus efficace, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Elle a un retour d'investissement qui est d'un facteur 23. C'est quelque chose d'inégalé, de jamais vu en matière de politique de développement. Vous plantez 100 millions de dollars d'aide publique au développement dans un pays, et il y pousse 2,3 milliards de PIB. Et ça, ce sont des ressources financières, c'est de la richesse qui va pouvoir être réinvestie ou redistribuée. C'est tout à fait considérable, mais ça n'est qu'une moyenne. Une politique traditionnelle de développement, c'est un facteur 9, 900 millions pour 100 millions de dollars d'aide. Après, il y a certains pays où, à travers la politique d'aide de développement par la nutrition, vous atteignez un facteur 53, 5 milliards 300 millions de PIB pour 100 millions de dollars. Donc là, c'est une aubaine extraordinaire pour les gouvernements qui veulent aider un certain nombre de pays qui sont en grande difficulté et qui vont pouvoir, grâce à cette aide, construire un socle, une résilience qui va permettre à leur population d'ensuite d'évoluer à travers de nouveaux partenariats internationaux plus ambitieux, mais avec une base beaucoup plus solide qui nous évitera ce mythe de Sisyphe où chaque année, on fait de l'aide alimentaire programmée pour finalement rien ne change. Donc vraiment, nous détenons là, je crois, un paradigme, une clé d'interprétation nouvelle des politiques de développement et dont il faut absolument se saisir. Sean. En fait, moi, je veux dire, lorsqu'on est formé en nutrition, on est formé à comprendre et admirer toute la complexité de la nutrition. Mais je suis à un stade de ma carrière là où j'essaie aussi de simplifier les choses. Et je pense que la lutte efficace contre la nutrition a 5 ingrédients et une sauce qui relie tout. Et c'est une observation assez basée sur les évidences. Les 5 ingrédients, c'est la volonté politique, les évidences, les ressources humaines, les ressources financières et la redevabilité. Et en fait, je pense que vous pouvez comprendre le pourquoi de chacun de ces points et que tout ça soit relié par une bonne dose d'équité pour vraiment se focaliser sur les populations les plus à risque. Et donc, pour avoir ça, que pour tous ces partenaires se concertent efficacement pour lutter contre la malnutrition, il faut nécessairement cette volonté politique. Et c'est pour ça que, en fait, je vais essayer de faire rougir notre cher ambassadeur envoyé spécial. Je pense que la volonté politique, le leadership politique qui a démontré par ambassadeur Pont est extraordinaire. Et je suis devenu rapidement un grand admirateur. Et justement, c'est ça le pourquoi de ce sommet, pour que ça soit une question politique, parce que finalement, c'est la volonté politique qui va mettre fin à ce fléau. Merci beaucoup. On reviendra au sommet tout à l'heure parce que je voudrais vous poser la question de savoir ce que vous en attendez vraiment concrètement comme résultat. Mais Augustin, est-ce que peut-être vous pourriez nous dire comment le Forum de Paris sur la paix agit dans ce contexte? Alors oui, d'abord, pourquoi est-ce que le Forum s'intéresse à la nutrition puisque ça n'a pas été une activité historique du Forum de Paris sur la paix. Parce que le Forum s'intéresse aux questions de gouvernance. Et pourquoi la nutrition? Je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été dit à la fois par Sean Baker et par Briopon, parce que la nutrition, c'est la mère des batailles, et qu'il y a un manque dans la communauté internationale aujourd'hui et dans la mobilisation. Ensuite, parce qu'il y a effectivement le sommet Nutrition for Growth à Paris en mars prochain, et que le Forum ne peut pas y être insensible. Donc c'est une occasion en or de mettre la nutrition en haut de l'agenda. Et comme on n'est pas loin, on en profite. Et aussi parce qu'il faut parler de nutrition à haut niveau et à une audience qui n'est pas forcément spécialisée dans la nutrition. Et c'est l'audience historique du Forum. Donc ces 3 éléments font que ça a été tout de suite très évident pour le Forum de Paris sur la paix de s'engager dans ce sujet. Alors, il y a 3 choses
assez précises que le Forum de Paris sur la paix fait maintenant depuis près d'un an pour préparer aux côtés du ministère, aux côtés de la communauté internationale, le sommet N4G. La première chose, ça a été une mobilisation des scientifiques et du monde de la recherche à travers un panel indépendant qu'on a lancé en mai dernier, qui est présidé par Sean Baker et qui rassemble en gros les 20 plus grands experts au monde sur ce sujet de la nutrition, pour qu'ils produisent des remarques, des conclusions, des recommandations indépendantes qui vont être délivrées au moment du forum, donc dans quelques jours, pour dire voilà quels sont les grands objectifs que l'on peut se donner et les leviers sur lesquels on peut agir quand on est ministre des Finances, quand on est de la société civile, quand on est une entreprise. Voilà. Essayer de rassembler cette parole-là du monde scientifique et l'apporter au débat de manière indépendante. La deuxième chose, et ça c'est un mandat officiel qui nous a été donné par l'ambassadeur Briepont, c'est de monter une plateforme d'engagement du secteur privé. Comme je le disais tout à l'heure, le secteur privé, il est clé dans ces discussions-là. Et même si parfois il n'est pas très aidant, on est obligé de l'embarquer. Et on a fait ça avec des partenaires. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la nutrition, c'est des partenaires qui s'appellent GAIN, Global Access to Improved Nutrition, et ATNI, Access to Nutrition Initiative. C'est deux partenaires qui sont spécialisés dans la mobilisation du secteur privé, dans la notation des portefeuilles des grandes entreprises qui produisent de l'alimentaire. Et donc, à la fois, je le disais, les grandes multinationales et les petites et moyennes entreprises, on essaye de créer une plateforme où elles vont pouvoir dialoguer, essayer de trouver des solutions, essayer de voir si on peut trouver des solutions également avec les partenaires de la société civile, des gouvernements, pour tirer un petit peu tous dans le même sens et se dire que comment est-ce que le secteur privé peut jouer un rôle dans la lutte contre toutes les formes de malnutrition. La troisième chose, c'est la coordination de tout un tas d'acteurs qui vont essayer de s'engager dans le sommet N4G pour faire de la communication. Parce qu'on le sait, dans la lutte contre la malnutrition dans tous les pays, il y a tout un aspect, c'est comme pour le climat ou l'environnement, qui est du ressort aussi des consommateurs. Et donc, il y a tout un aspect, alors il faut mobiliser, je disais, les gouvernements, la société civile, mais il faut aussi mobiliser le grand public. Et donc, on va être un petit peu cet acteur qui va catalyser les efforts et qui va essayer de coordonner pour que là aussi, on tire tous dans le même sens. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, entre maintenant, 31 octobre et la fin mars 2025, comment vous voyez l'animation justement de cette période, de cette séquence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut contribuer, nous, au Forum de Paris aussi, au succès du sommet en mars prochain? On voit dans la vie politique internationale, la vie diplomatique, elle est souvent ponctuée de sommets. Mais on oublie souvent que sous les sommets, il y a des montagnes. Et précisément, nous, la montagne, on est en train de la gravir maintenant avec des cordées voilà, de montagnards qui grimpent vers ce sommet. Et quand vous voulez atteindre un sommet, vous voulez faire en sorte que ce sommet soit en réalité réussi, vous devez avoir une stratégie. Et cette stratégie, comme un alpiniste, comme un montagnard, vous allez examiner un petit peu la montagne que vous allez gravir et essayer de trouver un chemin, trouver des crevasses, trouver des dangers, des obstacles incontournables et des façons de les contourner, des refuges et des points d'appui. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, nous saisissons chaque opportunité pour mobiliser la communauté internationale en route vers le sommet. Nous savons qu'il y a un manque de ressources. D'abord, notre objectif n'est pas d'abord financier. Notre premier objectif n'est pas financier. C'est d'assurer la continuité de N4G qui n'a pas vocation à être une espèce de concours de beauté quadriannuel où il faudrait faire mieux que l'édition précédente. Je trouve que le Japon n'a pas fixé la barre haut ni très haut. Le Japon, lors de sa édition précédente, a fixé la barre astronomiquement haut avec des fonds levés à hauteur de 42,6 milliards de dollars. C'est un objectif qui
actuellement n'est pas réaliste. Donc, que pouvons-nous faire? Est-ce qu'il faut essayer de laisser la machine se casser ou alors essayer de trouver un nouveau paradigme? Nous avons opté pour un nouveau paradigme qui est d'abord de fixer des objectifs politiques, mais aussi d'aller chercher des ressources financières, et c'est la raison pour laquelle les banques de développement sont absolument au cœur de notre stratégie, parce que les banques de développement, vous savez, dans banque de développement, il y a développement, mais il y a aussi banque. Et les banques de développement cherchent aussi des placements rentables. Or, comme je l'ai expliqué, la nutrition, c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Et je me suis rendu à Washington la semaine dernière pour présenter nos objectifs à la Banque mondiale. Je crois que ça a été très, très bien reçu. Vraiment, notre message enfin, les institutions financières sont très réceptives, mais il y a aussi les fonds de pension, les fonds d'investissement qui peuvent être intéressés. Nous saisissons toutes les opportunités. Il y aura la COP16 à Riyad, il y a la rencontre des banques, encore une fois, dans la ville du Cap fin février, et puis aussi faire connaître cette cause à travers des personnalités, des leaders d'opinion, si vous voulez, qui puissent être aussi à nos côtés, sans doute plus médiatiques que moi, porter ce message au grand public. Et lors du sommet, nous aurons vraiment, ça sera la grande rencontre de la communauté internationale de la nutrition, mais qui ne doit pas rester repliée sur elle-même, qui doit s'ouvrir aux autres, convaincre, comme l'a dit Sean, expliquer les changements structurels que nous devons avoir dans nos gouvernements, dans nos organisations, et puis avec un village des solutions aussi pour présenter au grand public ce qui peut être fait, les innovations, permettre à des gens de se rencontrer. Dernier point, un forum Entreprendre et Nourrir, organisé par le Forum de Paris pour la paix, qui permettra de rassembler les entreprises, les gouvernements, la société civile autour de principes communs pour la nutrition, et puis un forum scientifique qui sera organisé par l'Agence française de développement, qui est un autre partenaire important, parce qu'il faut le rappeler, les politiques de développement par la nutrition sont fondées sur la recherche scientifique, sont fondées sur des preuves, des études scientifiques rigoureuses, et je crois que c'est ça qui fait la légitimité de la nutrition. Sean, s'il y avait 3 choses à attendre de ce sommet, ce serait quoi? En fait, je vais m'aligner avec l'ambassadeur. Bien sûr, moi, mon appétit pour mobiliser plus de ressources est assez important, mais je vis aussi dans le monde réel. Et donc, je pense que justement, face à ces réalités, tout d'abord, j'applaudis cette idée de vraiment structurer, de pérenniser mieux ce processus de sommet. Et comme j'ai vécu d'autres sommets, j'ai vu la fragilité d'un sommet à l'autre. Donc, cette idée de structurer pour que ça soit une tradition et qu'entre les sommets, il y a plus de redevabilité, plus d'action est très important. De deux, c'est vrai que Tokyo a eu beaucoup de réussites, y compris le nombre d'engagements et politiques et financiers des pays à faible et moyenne entreprise. C'est quelque chose à applaudir et encourager encore plus. Mais je pense qu'on peut faire encore plus sur les engagements politiques, vraiment basés sur les évidences, que ce soit sur par exemple, la taxation des boissons sucrées, la réforme de certaines subventions qui sont en fait antinutritionnelles. Lorsqu'on pense que d'un côté, que parmi toutes les filières agricoles, c'est la filière sucrière qui est une des plus subventionnées, c'est de l'argent qui est en train de contribuer à la mauvaise nutrition, pas lutter contre. En France, par exemple, on a un système qui est Nutri-Score, qui éduque de façon basée sur les évidences le consommateur. Est-ce que ce produit emballé est nutritif ou non? Que de tels systèmes soient répliqués partout dans le monde et rendus obligatoires. Donc, il y a des opportunités pour des engagements politiques vraiment basé sur les évidences. Et finalement, je renforce ce qu'avait dit l'ambassadeur Pont. C'est vrai que les engagements des banques à Tokyo étaient un peu anémiés par rapport aux moyens. Et il faut nécessairement renforcer l'engagement des banques de développement parce que finalement, c'est un moyen, c'est entre les ressources domestiques et les aides bilatérales. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme
pour que ces banques comprennent que si vraiment ils veulent investir dans le capital humain, c'est le meilleur moyen. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre discussion. Il me reste à vous remercier infiniment, tous les trois, monsieur l'ambassadeur Brieux-Pont, Sean Baker, Augustin Grand-Georges, pour vos précieuses contributions. On souhaite beaucoup de succès à ce sommet. Merci aussi pour tous les éclairages sur les causes de ce phénomène, parce que c'est vrai qu'on le comprend mieux maintenant après ces quelques minutes de discussion. En attendant le sommet de mars 2025, nous, dans 10 jours, on a le Forum de Paris sur la paix, le 11 et le 12 novembre. Donc, on invite nos auditeurs, chers auditeurs, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur YouTube pour vivre l'événement comme si vous y étiez. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. 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 Merci.